Aurore Muller-Godard, tout d'abord. Venez seulement. C'est la CEO de Godard Energy. Alors, pour concilier vie professionnelle et vie privée, son maître mot, c'est l'organisation et la planification, un peu comme dans son entreprise, j'imagine. Thierry Beauvais, directeur général de la télé. Alors, lui, il est sportif un peu à l'insu de son plein gré, parce qu'il faut pas se fier à la course d'hiver. Il parle beaucoup de sport sur sa chaîne, enfin pas lui, mais ses différents collaborateurs. Je vous donne un micro à vous deux que vous partagerez comme tu veux, ça te fait plaisir. Michael Ngoy, ancien hockeyeur professionnel, il a plus de 1000 matchs en 20 ans de carrière au plus haut niveau en Suisse. Aujourd'hui, il est conseiller RH au CHUV et surtout, il est fondateur d'une entreprise de formation, NC Academy, qui propose donc des formations professionnelles à distance. On aura l'occasion de parler de son expérience et de son vécu. Et puis, comment on va le définir? Un des tarés là, qui sautait. Mais il n'est pas si taré que ça, justement. Je vais corriger tout de suite les impressions qu'on pourrait avoir. Parce que pour faire ce qu'il fait, il n'y a pas d'improvisation. Tout est pensé, tout est réfléchi, tout est calculé, tout est anticipé. Et on ne peut pas prendre le moindre risque quand on joue avec sa vie. C'est comme quand finalement on gère une équipe et quand on gère une entreprise. Yvan Reuss, où est-il? Il est là-bas derrière, voilà. Et ça, il l'a précisé dans un de ses derniers posts, justement, sur un réseau social professionnel, LinkedIn pour ne pas le nommer. Justement, tout ça, c'est vraiment... tout ce qu'on a vu là dans ce film, c'est de l'anticipation essentiellement. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va essayer effectivement de tirer les différents parallèles, comparaisons, analogies entre le sport et l'entreprise, entre le management dans le monde du sport et le management dans le monde entrepreneurial. Avec notamment cette première question, ladies first, si vous permettez, Aurore Muller-Godard. Parce que le sport, et notamment le sport d'équipe, oui, c'est un environnement de groupe où on doit emmener une équipe vers un objectif commun. Comment est-ce qu'on applique ça aussi dans une dynamique d'équipe en entreprise? Alors tout d'abord, je pense que déjà un grand merci à Alexander Grant pour l'invitation. Je me réjouis de participer à cette table ronde avec vous. Donc déjà, je dirais que ce qui est important, c'est d'être bien entouré. L'équipe, pour réussir, c'est la cohésion d'équipe, d'être ensemble, de voir les compétences de chacun, les forces et faiblesses, et puis justement de participer et de regrouper un effort commun vers une vision claire et définie. Et on applique ça aussi à la télé, évidemment. Oui, évidemment. Moi, c'est vrai que dans ce rôle-là, je me vois plus comme un capitaine qu'un coach. Parce que je pense que, comme l'a relevé Aurore, pour comprendre les compétences de l'équipe, pour comprendre les compétences des profils que j'ai dans l'entreprise, pour moi, c'est important d'être sur le terrain avec eux, d'être impliqué avec eux sur les projets. Et je pense que moi, je l'interprète en tout cas plus comme un rôle de capitaine que de coach, parce que j'ai envie d'être avec eux sur le terrain. Et pour moi, ça me permet de comprendre les profils, les personnalités que j'ai à disposition pour conduire les projets. Et je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre avec qui je travaille. Donc coéquipier, plus que finalement oui, coach et entraîneur. Ouais, je pense vraiment que la taille de l'entreprise aussi fait que je peux avoir ce type de management. On va préciser. On est 57 personnes, 52 EPT, avec en plus des profils très différents. Il faut imaginer entre un technicien qui est très très cartésien et qui est confronté en permanence à des problèmes, et un journaliste qui a énormément d'ego et qui veut faire de l'antenne. Pas tous. J'ai effectivement des profils qui sont très différents. Et pour moi, c'est important effectivement de décloisonner ça. Donc effectivement qu'on ne soit pas sur des services qui soient cloisonnés et qu'un technicien parle à un journaliste et vice-versa. Et pour que ça marche, effectivement, j'aime aller dans le terrain avec eux. Aurore Muller-Godard, précisons justement votre entreprise, combien de personnes? Actuellement, on est 65 personnes réparties sur 2 sites entre Lausanne et Genève. Voilà, comme ça donne un ordre de grandeur effectivement des équipes que vous gérez. Michael Ngoy, vous ne gérez pas les 13 000 employés du CHUV. Non. Heureusement pas pour vous, je dirais. Mais quand même, voilà.
votre expérience du vestiaire, des coéquipiers, des entraîneurs, de tout ce qui gravite autour du monde du hockey sur glace, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui dans le monde professionnel? Ce qu'il faut dire, c'est que je suis arrivé dans le monde du professionnel vraiment il y a 2 ans. Donc c'est vrai que je ne savais pas tellement à quoi m'attendre. Hein. J'ai fini le hockey il y a 3 ans pile poil. Et j'ai des amis, beaucoup d'amis qui vivent dans le monde professionnel. Et c'est vrai que nous, en tant qu'hockeyeurs, on se disait, mais qu'est-ce que nous, on peut apporter comme plus-value dans le monde professionnel? Parce que finalement, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas tellement ce qu'on peut apporter finalement dans le milieu professionnel. Tout le monde dit, ouais, mais tu verras, après, ça va être facile pour toi de trouver quelque chose et tout. Mais nous, on se pose des questions. En fait, on a développé des skills sans s'en rendre compte finalement. C'est vrai que les soft skills, la gestion du stress, la résilience, on se rend compte finalement dans le monde professionnel finalement que on arrive à gérer des choses, enfin pas dire des gros problèmes, mais pour nous, ce qui nous semble des petits problèmes dans le monde professionnel, en fait, en sont des gros dans le monde professionnel, parce que c'est vrai qu'on a eu à gérer des choses en tant qu'hockeyeur, en tant qu'ancien sportif, vraiment une énorme pression. C'est vrai qu'on est très exposé, on doit faire face à la critique souvent. C'est vrai que on a eu des échecs personnels, des échecs d'équipe. On est dans la presse, maintenant il y a les réseaux sociaux depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on a su développer une résilience. Et c'est vrai que dans le monde professionnel, en tout cas, ça nous aide beaucoup. Ça, c'est évidemment des éléments sur lesquels on va revenir plus tard. Je finis le tour rapide avec Yvan. Voilà, on vous a vu à l'œuvre dans ce film. Je croyais qu'on se tutoyait, Mike. Ouais, mais enfin, c'est vrai que sur le plateau, on fait un peu comme ça, quoi. Même si maintenant, il paraît qu'à la télé, on se tutoie aussi, quoi. Voilà, ça demande d'anticiper, d'une part, mais aussi un peu de devoir prendre des décisions un peu sous pression quand même, un peu dans l'urgence, un peu vite fait, et si possible bien fait. C'est aussi ce que tu appliques alors au quotidien dans ton travail. Je pense qu'en fait, l'activité en question, tu l'as très bien décrite. Le paralpinisme, moi, ça m'a beaucoup appris sur le monde professionnel. Puis la notion de prendre des décisions sous pression, effectivement, c'est quelque chose que les décisions que je prends maintenant, elles sont différentes parce que j'arrive à faire une analogie entre les deux mondes. Pour moi, le monde du paralpinisme, il y a 2 éléments qui sont importants. Et je ferai le lien avec les conseils d'administration. Il y en a peut-être des personnes qui sont dans les conseils aujourd'hui. Pour moi, il faut 2 choses. Il faut du plaisir et une capacité à réduire les risques. Et je trouve cette analogie dans les 2 trucs. Et donc, effectivement, quand je suis en montagne et puis quand on se retrouve dans une situation où la pression augmente, la météo va pas bien, moi, je vais pas bien dans ma tête, mon binôme va pas bien, non, ça n'arrive jamais, en fait. Mon binôme va toujours bien. En fait, mon binôme, c'est Nicolas, qui est à la technique là-bas au fond. Voilà. C'est souvent moi. S'il y en a un qui va pas bien, c'est moi, en général. Et quand la pression augmente, en fait, j'ai trouvé un seul truc. Je reviens aux fondamentaux. Je me pose une question métaphysique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous là? Non, mais c'est vrai, il y a des fois, on se pose des questions comme ça. Et puis, je reviens à mes 2 questions de base. Est-ce que j'ai encore du plaisir? Est-ce que les risques sont en train de se réduire? Donc, si la pression augmente, c'est exactement l'inverse sur ces 2 paramètres. Donc, ça me permet simplement de revenir aux fondamentaux avec une question hyper-cartésienne, en fait. Et après, ça me permet de me poser, de peut-être renoncer ou prendre une alternative numéro 2 ou numéro 3. En tout cas, s'arrêter, boire un coup, se poser des questions, etc. C'est ce qui permet effectivement, éventuellement, de renoncer. Je pense que c'est aussi important de savoir que le renoncement, c'est pas nécessairement toujours l'arme du faible. On a le droit de le faire aussi, pour rebondir. Michael Ngoy a parlé tout à l'heure effectivement des périodes compliquées, de défaites, quand on est dans une spirale négative. Et on peut aussi effectivement avoir des passages à vide dans l'entreprise, avec des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur des espérances. Alors, on a parlé de défaites, d'échecs. Tout à l'heure, en discutant avec Aurore, on a dit, mais il n'y a jamais d'échec, forcément. Mais voilà, comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes face justement à des situations d'échec, de défaite compliquées? Alors, je pense que chaque entrepreneur a eu un moment ou un autre dans sa carrière des moments de doute, de difficulté. Et puis là, je pense qu'il est important, c'est de réagir, de ne pas se précipiter, d'analyser la situation, de
voilà, demander du conseil. Justement, je parlais avant d'être entourée, et je pense que là, souvent, c'est le cas. Je pense qu'il y a, en général, voilà, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'échec, qu'il y a un apprentissage. Ça nous permet de grandir. Et puis, si on fait le parallèle avec le sport, je pense Michael qui, lui, avec ou encore Yvan, avec voilà, la pression qu'il peut y avoir, c'est vrai qu'on développe des stratégies. Et puis, dans les moments difficiles, c'est se raccrocher à la stratégie. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat pour solutionner le problème, être orienté solution? Ok, sur glace, on change d'entraîneur, mais en entreprise, voilà. On fait quoi? Alors, en entreprise, on peut... disons, adapter la situation, changer les priorités, fermer des business, réduire les risques aussi, voilà, peut-être dire, là, on s'est trompé, c'est peut-être le moment de réorienter et de prendre des décisions, des fois, qui peuvent être compliquées, mais l'impact, c'est que l'entreprise survit, c'est la pérennité. C'est toujours ça qu'on cherche. Donc, voilà, des fois, il faut prendre des décisions et puis, des fois, peut-être renoncer, comme l'a dit Yvan, à certaines activités afin de pérenniser l'entreprise. Et ça, c'est pas difficile de renoncer quand on est entrepreneur, justement. Qui veut répondre à cette question? Mais ne vous battez pas pour répondre. Hein. Thierry, vas-y. Non, déjà, je pense qu'effectivement, on a beaucoup parlé il y a quelques années de cette culture de l'échec aux États-Unis. C'est super l'échec. Ça reste que la réussite, c'est mieux. C'est quand même vachement plus sympa. Ça, c'est la vérité. Après, c'est plutôt le comportement, effectivement. Et plutôt que l'échec, pour moi, c'est plutôt le comportement face aux difficultés. C'est les difficultés qui amènent à l'échec. Et puis, c'est comment on se comporte face aux difficultés. Et puis, je pense que c'est ce qui vient d'être dit. C'est prendre le temps, c'est analyser, c'est faire les choses, c'est revenir aux fondamentaux. Et parfois, effectivement, accepter de ne pas faire ou de ne plus faire. Et je pense que c'est assez clé. Moi, dans la première société de production que j'ai montée quand j'avais 24 ans, j'avais été vendeur pendant quelques années, je vendais de la pub. Et puis, comme je faisais un peu de photos à côté, que j'avais un peu un œil, on a monté une société de production. Et avec mon associé, on était à 50-50. On avait chacun 50%. Et après une année d'activité, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à me battre à l'interne qu'à aller chercher des projets ou du financement à l'externe. Et j'ai décidé de ne pas donner des charges au compte au moment de l'Assemblée générale qui a amené la société en faillite. C'est des choix qui ne sont pas faciles quand vous vous lancez sur un projet avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il se trouve que cette confiance s'effrite pour 1000 raisons. Est-ce que c'est lui qui avait tort? Est-ce que c'est moi? Le débat est pas là, mais il faut aussi avoir accepté ça. Après, la difficulté, c'est d'avoir le recul et l'intelligence d'essayer de comprendre les raisons de l'échec pour effectivement apprendre et puis s'en servir pour la suite. Moi, une chose que j'ai appris, c'est qu'effectivement, à titre personnel, j'ai plus jamais été à 50% dans un projet. C'est-à-dire que soit je suis minoritaire, soit je suis majoritaire, mais ça me permet effectivement de prendre les décisions. Alors, elles sont peut-être pas toujours bonnes. Il se trouve que si je suis toujours ici avec mon grand âge, c'est que j'en ai pris un tout petit peu plus de bonnes que de mauvaises, mais j'en ai pris plein des mauvaises. Mais voilà, je pense que c'est surtout le comportement face aux difficultés. C'est comment on réagit face aux difficultés, comment on affronte les difficultés. Et puis après, s'il y a malgré tout il y a l'échec, il faut l'accepter et puis faire d'autres choses. Dans le monde du sport, c'est pareil, Michael? Oui, la seule différence, c'est que quand on a lancé NC Academy dans notre centre de formation, alors on s'est lancé, on s'est dit, bon, on verra ce que ça donne. On a dû rectifier, c'est vrai qu'au début, ça marchait moyennement, donc on essaye de trouver une nouvelle stratégie. Donc c'est vrai qu'avec une nouvelle stratégie, selon nos objectifs, on peut rectifier la chose. Par contre, au sport, donc il y a déjà l'échec collectif, hein, on se fixe des objectifs en début de saison. Et si je prends par exemple, je sais pas, Lausanne ou Fribourg, que je pense que certains d'entre vous suivez, il y a quand même un échec. À la fin, si vous avez prévu de finir dans le top 6 avec passer un tour des quarts de finale, puis finalement vous n'êtes même pas qualifié pour les playoffs, on va parler d'échec. Et ensuite, il y a aussi l'échec personnel où là, vous ne pouvez pas vous trouver une stratégie et puis dire, OK, pour l'instant, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que des fois, les solutions, vous ne les avez pas.
vous savez ce qui ne marche pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une crise de confiance. Hein. Et ça, c'est le mental. Et ça, il n'y a pas forcément de miracle. Hein. C'est vrai que vous êtes soutenu par le coach, il y a un staff qui est là, et vous, peut-être qui suivez le sport, vous avez un joueur préféré, puis tout d'un coup, vous dites, mais ça ne va pas, ça fait 2-3 mois qu'il ne touche plus le puck. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à gérer. Vraiment, on essaye tous de s'en sortir, mais des fois, on ne trouve pas le moyen. Puis c'est vrai que ça passe un petit peu avec le temps. Donc ça, c'est un style d'échec qui n'est pas tellement comparable avec l'échec professionnel où on arrive, on est une équipe, on a une stratégie, on a vécu, je ne sais pas, une désillusion par rapport à un produit ou quelque chose d'autre, on essaye de trouver, puis forcément, il y avait souvent une explication, et puis on rectifie et ça marche. Tandis que dans le sport, des fois, on est un petit peu tout seul à se lutter contre son propre mental. Là, c'est difficile. La culture de la performance, en sport, on est là pour gagner, on veut gagner des titres, on veut être champion. En entreprise, on fait quoi, Yvan? On cherche quoi comme objectif? J'ai mon patron qui est en face de moi, alors je raconte n'importe quoi non plus. Je ne vais pas botter en touche, mais je vais repartir sur la dimension sportive, parce qu'on peut faire une analogie, ce sera plus facile. La culture de la performance dans mon monde à moi, le monde du paralpinisme, ça touche la question des limites. Mais en fait, on peut faire une analogie avec le monde professionnel. Où est-ce qu'on fixe les limites? Et il y a deux dimensions dans cette culture de la performance. Il y a une dimension individuelle. Est-ce que je veux sauter plus haut? Est-ce que je veux sauter là où personne n'est jamais allé? Est-ce que je veux faire quelque chose de plus rapide, aller plus proche du terrain, faire une vidéo encore plus intéressante? Donc il y a cette dimension personnelle et qui est liée à une temporalité. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience, vous avez un ego surdimensionné. Et puis quand vous commencez à prendre un peu d'expérience, comme on dit, un peu de bouteille, au bout d'un moment, l'ego laisse gentiment la place à l'intelligence. Je reviens à la notion d'intelligence que Thierry évoquait tout à l'heure. Mais alors, je connais des gens qui étaient d'entrée de jeu intelligents dès qu'ils ont commencé. Je connais beaucoup de gens qui étaient dans l'ego, qui n'en sont jamais sortis. La plupart de ces gens-là ne sont plus là pour en parler, en fait. Ils sont passés de l'autre côté du miroir, parce qu'il n'y a pas d'échec à moitié dans cette activité. Donc, je pense que c'est important d'essayer d'avoir cette espèce de réalisation qui a cette dimension sur un axe horizontal, et à quel moment on se dit maintenant je vais essayer de sortir de tout ça, je vais me faire plaisir, je vais réduire les risques et puis je vais faire ça pour moi. C'est pas simple, il y a une communauté, tout le monde se connaît dans l'univers de la wingsuit, les champions du monde on les connaît, les meilleurs pilotes du monde on les côtoie, on peut aller boire des verres avec. Quand il y en a un qui vous dit au fait Yvan, j'ai vu que tu as sauté dans un truc où je suis jamais allé, est-ce que je peux venir une fois avec toi? C'est comme c'est Roger Federer qui vous envoie un message qui vous dit ton dernier slice là, sur ta vidéo YouTube, génial, tu as été dans quel club? Donc, non, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est dur de se distancer de tout cela, de faire fi de tout cela, parce que la projection, on est dans l'image, on vit dans un monde où malheureusement on est emprisonné par ça. Donc, arriver à trouver cette solution pour prendre de la distance, ça vient avec la maturité, avec la seniorité. C'est pour ça que dans ce monde-là, en dessous de 40 ans, on trouve personne, la plupart du temps. Tu confirmeras, Nico. Dans le monde du sport, comme je le disais, il y a des objectifs qui sont effectivement de gagner des matchs, de gagner des championnats, d'être champion, de gagner des médailles ou des choses comme ça. On atteint, Michael, à un moment donné, quand même, un plafond. Quand on est, par exemple, champion de Suisse de hockey sur glace pour un joueur, vous ne l'avez pas été malheureusement, mais disons que ça aurait été votre objectif, vous auriez pu espérer plus, ou pour vous, ça aurait été vraiment le plafond? Ouais, après, il faut voir aussi, parce que c'est vrai que le hockey, c'est un sport collectif, mais ça reste avant tout aussi un sport individuel. Hein. On joue vraiment pour s'accomplir. Je pense que un joueur on a vu des grands joueurs qui ont fini meilleur scoreur de la saison, à finir avec le titre de MVP, mais qui finalement n'ont pas gagné de titre. Hein. Il y en a beaucoup, des joueurs comme ça. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec? Est-ce que pour lui, c'est le plafond? Donc oui, alors c'est vrai qu'il y a le résultat d'équipe. C'est vrai que tout le monde rêve de devenir champion, mais aussi il y a aussi le développement personnel à travers le sport, l'épanouissement finalement, et ça c'est vraiment quelque chose. Il y a des fois où on est arrivé nous jusqu'en finale avec Fribourg-Gotteron, donc une finale qui était attendue depuis 25 ou 30 ans. On a échoué, vraiment on a crevé au poteau, mais finalement la satisfaction elle était énorme. Donc une fois aussi on a sorti, on était le petit Fribourg encore à l'époque en 2008, on a sorti l'énorme Berne.
Donc on est arrivé jusqu'en demi-finale, mais pour nous c'était énorme. Donc c'est vrai que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un titre pour avoir un plafonnement. En fait, on a tous notre propre plafonnement. Alors oui, il y a des objectifs qui sont annoncés en début de saison par le staff, mais après on a tous notre plafond et puis on a tous notre victoire, nous, en fait. Et en entreprise, est-ce qu'on se fixe des objectifs, évidemment, mais est-ce qu'on se dit qu'il y a des plafonds? Moi, je ne sais pas s'il y a des plafonds. En tout cas, je pense que c'est notre rôle en tant que pilote de l'entreprise d'insuffler cette volonté d'avoir des objectifs et de faire des choses qui nous font augmenter notre niveau de jeu. Je pense que c'est à nous de l'insuffler, mais c'est aussi à nous d'être à l'écoute de certains collaborateurs ou collaboratrices qui, eux, en ont envie aussi. Je pense que sur une cinquantaine de collaborateurs, quand on part sur un projet, j'en ai une dizaine qui disent youpi, une quinzaine qui sont contents parce que les 10 autres ont dit youpi, 10 qui vont venir pour venir, puis 10 qui vont se dire qu'est-ce qu'ils foutent. Ça reste que, du coup, il faut expliquer pourquoi on va faire ces choses. Et comme je le dis, il faut aussi être à l'écoute. Enfin, moi, j'ai parfois effectivement des collaborateurs, des collaboratrices qui m'emmènent sur un truc où je me dis waouh, vous êtes sûr que vous voulez aller jusque-là? Et puis, en étant à l'écoute, en fait, oui, on peut y aller. Et puis, on revient à cette notion d'équipe et plutôt de capitaine, parce que on y va. Et pour moi, l'exemple, c'est il y a une vingtaine d'années de ça, on a produit pour la première fois 30 heures en direct en Suisse. C'était à l'occasion du Téléthon, ce sera ce week-end d'ailleurs. Donc, l'occasion de vous dire que si vous voulez faire un don, c'est ce week-end en Suisse. Et il y a 30 ans, on a décidé de faire le modèle de France 2 avec les télévisions régionales, et de faire 30 heures en direct. Personne ne l'avait jamais fait. Sur les 30 heures, il y a des choses qui sont très loupées. Il y a des choses qui étaient très réussies. Ça reste que on a fait 30 heures en direct, qu'on est les seuls à l'avoir fait en Suisse. Je pense qu'il y avait aussi un peu de jeunesse et d'inconscience de se lancer sur un projet comme ça. On a été confrontés, je vous passe les détails techniques. Peut-être juste vous dire qu'après 10 minutes du début du direct, j'avais un technicien à genoux qui était au fer à souder au dos du camion, parce qu'il y a une caméra qui avait lâché. Donc quand on commence comme ça, puis qu'on se dit qu'il y a 30 heures direct, on se dit que ça va être un petit peu long. Mais ça reste que l'équipe a embarqué dans le projet, a suivi le projet, a adhéré au projet. Et puis, on a fait un truc que la grande télé, la RTS ou le groupe SSR n'avait jamais fait, 30 heures direct non-stop. Donc, je pense qu'il faut avoir ça parce qu'il y a cette notion de cette réussite-là, elle sert au team building, elle sert à la philosophie de l'entreprise. Et puis, je rajouterai encore une dernière chose, je pense que c'est des accélérateurs de vie. C'est-à-dire que quand on est confronté à ce genre de choses, pour moi, c'est, je pense, comme une équipe de foot qui fait la Coupe du Monde, les joueurs qui ont vécu ça, entre eux, il reste un truc qui est ancré. Et moi, les collaborateurs et les collaboratrices ou les collègues avec qui j'ai fait ces 30 heures en direct, il y en a avec qui je travaille plus aujourd'hui, qui sont plus dans mon environnement, mais quand je les croise, c'est comme des amis, quoi. On a vécu un truc qui était tellement fort, qui a été tellement un accélérateur de vie que on se sent en vie, quoi. C'est vraiment des moments où on se sent en vie. Puis je pense que ça, c'est vraiment un comparatif avec le sport. C'est que c'est le genre de sensation où quand on arrive au bout, on est rincé, mais on se sent en vie comme jamais, quoi. Donc voilà, je pense que c'est à nous de le faire, mais il faut être à l'écoute de l'équipe. Aurore, vous allez faire ça dès demain, plancher sur 30 heures de... Oui, mais je vais aller sur les chantiers, puis je vais faire pareil. Non, après, moi, je dirais, pour résumer tout ça, je dirais le dépassement de soi, un petit peu comme en sport, en entreprise. L'objectif, c'est quand même de se dépasser, d'arriver à faire mieux. Et je pense qu'il y a une chose que j'ai envie de résumer par rapport à ce que j'ai entendu de mes collègues, c'est d'être sur un objectif de maîtrise et peut-être pas toujours sur un objectif de performance. Parce que l'objectif de maîtrise, c'est quelque chose que chaque personne peut impacter. Et je pense même au niveau de nos collaborateurs, c'est de trouver donc où est-ce qu'ils sont bons, de les pousser, mais pas non plus de les griller. Et un peu comme dans le sport, c'est justement d'être à l'écoute de tout ça, d'être à l'écoute des collaborateurs et l'écoute de notre propre corps. Et puis on voit qu'en général, quand on est axé sur un objectif de maîtrise sans se préoccuper forcément de qu'est-ce qui se fait à côté, mais de sortir le meilleur potentiel de nous et de l'équipe et de l'entreprise, en général, c'est là qu'on arrive au plus beau résultat. Dans le monde du sport, surtout le sport collectif, dans un vestiaire, il y a forcément des leaders.
il y a les plus expérimentés, les seniors, mais au bon sens du terme, évidemment. Et puis, il y a les petits jeunes qui débarquent dans le vestiaire. Pour vous, c'était des modèles, évidemment, Michael. Quand vous arrivez dans un vestiaire et qu'il y a des joueurs que vous admiriez en étant petit, comment est-ce que ça, on arrive aussi à l'appliquer finalement dans le monde entrepreneurial et à essayer, vous maintenant, peut-être d'être un modèle pour vos collègues, vos collaborateurs? Je pense que c'est déjà une vision, arriver avec une vision. Et c'est vrai que quand on arrive, on est jeune, on joue, on a la chance de côtoyer des gens qu'on a vus déjà depuis tout petit à la télé, et puis qu'on arrive dans le vestiaire et puis qu'on a la chance de les côtoyer, on voit que ils sont venus des grands champions, pas par hasard finalement. C'est vrai qu'on voit leur éthique de travail, on voit ce qu'ils font, l'exemple. C'est vrai que dans le vestiaire, c'est pas forcément ceux qui se lèvent tout le temps pour dire quelque chose, pour crier quand ça va pas et puis donner des bonnes explications. C'est vraiment le lead par l'exemple. On regarde, je sais pas, j'ai joué avec des joueurs qui avaient fini leur carrière à 44 ans. Ça va peut-être vous dire, pour les Fribourgeois, savoir qui c'est, mais qui sont toujours le premier sur la glace, dernier à quitter la glace, à faire des shoots encore à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment des sources d'inspiration. Et quand on arrive, comment on peut se transférer ça, c'est vraiment apporter ce leadership, vraiment cet exemple, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il y a les managers, puis il y a les leaders. Le leader, il est sur le terrain, il montre, tandis que les managers, ils donnent plutôt les ordres. Et c'est vrai qu'il faut adhérer en fait à la vision du leader et puis réussir à tirer tout le monde en avant. Donc c'est moi de ce côté-là vraiment l'idée par l'exemple. Yvan, voilà, des exemples aussi de leaders dans votre carrière professionnelle que vous avez pu côtoyer et en devenir un. La notion de leadership, pour moi, là où je la trouve hyper... C'est marrant, on discutait de ça avec Chantal encore hier. Pour moi, la notion de leadership, elle s'exprime extrêmement bien quand il n'y a plus la notion de hiérarchie. Quand vous êtes le boss, vous avez beau insuffler une bonne ambiance, vous avez beau être un exemple, vous avez beau faire tout ce qu'il faut sur le papier, vous restez le boss. Et puis les employés, il y a cette dimension verticale qui n'est pas seulement symbolique, elle est là, elle existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leurs emplois dans plein d'entreprises différentes. Il y a cette peur de se retrouver en dehors du marché du travail. Donc il y a forcément, même si le patron est super, il y a forcément toujours une dimension de je vais faire ce qu'on me demande de faire. En tout cas, on m'a fait comprendre que c'est là-dedans que ça devait se passer, c'est ce que je vais faire. Donc c'est là où je pense que le leadership, il se retrouve dans le mode matriciel, quand on est quand on est en mode projet, avec des gens qui ne vous rapportent pas hiérarchiquement et qui vont vous suivre. Là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que fait le chef de projet pour être suivi? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment il le fait? Comment il embarque les gens? Alors, je pense que chacun a sa méthode. Moi, à l'époque, j'ai passé 20 ans dans le monde des grosses entreprises, plus de 10 000 employés. J'avais une méthode assez simple. J'avais des gens à l'étranger, des gens à dire en direct. J'avais un triptyque qui était hyper simple. Et je pense que j'enfonce une porte ouverte parce que tout le monde a pu déjà le faire. La première chose, c'était l'observation du terrain. Donc, c'est un diagnostic, poser une évaluation, comprendre quelles sont les attentes, quels sont les besoins, client interne, client externe. Ça peut prendre des semaines, des mois parfois, parce que vous avez une région du monde avec plusieurs pays différents. Première phase. Deuxième phase, le côté explicatif, le côté argumentaire, le côté partage, voire le côté négociation avec les équipes. Soit on argumente, soit on négocie, c'est pas la même chose. Et enfin, on essaie d'emmener les équipes avec une certaine forme de communication ouverte. Puis après, le troisième élément qui me paraît fondamental en 2024, c'est de prendre une décision mesurée. On est en 2024. Aujourd'hui, on parle d'une approche VUCA. Il y a des gens dans la salle qui connaissent sûrement ce que ça veut dire. C'est une abréviation qui part d'une technique managériale qui remonte à l'armée américaine dans les années 90, qui veut dire volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. C'est pour définir le monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui. Donc le manager aujourd'hui, il doit prendre une décision mesurée. Ce n'est pas une politique des petits pas nécessairement, mais ça veut dire plus prendre des décisions radicales. Le tanker, il doit bouger tranquillement au fur et à mesure, parce que le lendemain, il peut prendre une autre direction. Donc je pense que cette complexité du manager au jour d'aujourd'hui, avec des parties prenantes différents, avec des enjeux différents, avec beaucoup plus d'argent, des risques beaucoup plus impactants, il faut prendre des décisions mesurées. Et ça, c'est pas forcément évident, il n'y a pas d'école pour ça. Vous parlez de VUCA, justement, c'est quelque chose qui vous parle, que vous appliquez Non, alors je suis contente d'être venue ce soir, du coup j'ai appris plein de choses. Non, alors moi, je trouve très important aussi pour être un bon leader, de mon point de vue, c'est d'être un leader authentique, d'avoir des valeurs qui sont fortes
et qu'on influe à l'interne de l'entreprise, et puis de pratiquer par l'exemple. J'adhère complètement à ce que Michael a dit, c'est d'être soi-même voilà, un exemple, de s'intéresser aux gens, les valeurs qui ont été définies. Nous, on en a défini 4, qui sont l'anticipation, l'égalité, parce que voilà, on trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, le savoir-faire, parce que la qualité est importante, et on a l'implication également, parce que pour satisfaire nos clients et être un bon leader, il faut s'impliquer. Et puis ça commence par la tête. Et au niveau du comité de direction, on demande également d'avoir tout ça. Et après, une autre chose qu'on remarque quand même qui fonctionne très bien, c'est communiquer. Et c'est vrai que plus on communique, plus on explique, plus on est transparent vis-à-vis des équipes, et plus l'adhésion à la vision est prononcée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'impliquer très fortement dans l'entreprise, et on voit que les équipes sont très réceptives. Juste, effectivement, on parle Aurore parle de valeurs. Effectivement, nous, dans nos valeurs, on a un élément aussi qui est clé, qui s'appelle l'honnêteté. Et bien sûr qu'en tant que média, on se l'impose vis-à-vis de nos téléspectateurs, mais c'est une valeur qu'on défend aussi à l'interne. Et je pense qu'effectivement, cette transparence, cette authenticité et cette honnêteté vis-à-vis de la direction vers les collaborateurs, mais dans l'autre sens, et les collaborateurs et les collaboratrices entre eux, je pense que c'est vraiment clé. C'est grâce à cette honnêteté qu'on arrive à se faire confiance et qu'on peut effectivement aller sur des projets. Là aussi, dans les deux domaines, sport-entreprise, il y a les objectifs à court terme. On doit gagner le prochain match. Et puis après, on verra pour la suite. En entreprise aussi, on doit boucler la journée, la semaine, le mois, des choses comme ça. Il y a évidemment des objectifs et des visions à beaucoup plus long terme. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Ou comment est-ce que, par exemple, toi, Michael, tu conciliais ça dans ta carrière de sportif, et comment est-ce que vous, dans l'entreprise, vous gérez ça aujourd'hui? Bon, alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'objectifs dans le hockey. Comme tu l'as dit, à court terme, c'est vrai qu'on veut gagner le prochain match pour pouvoir, à moyen terme, avoir un bon résultat au classement pour finalement un club qui est peut-être en reconstruction ou bien qui veut monter une équipe qui veut prétendre jouer pour le titre national. Et ça, c'est des choses qui se font vraiment sur le long terme. Si je prends l'exemple de Zug, par exemple, qui à l'époque était une petite équipe. En 2012-2013, ils se sont dit, nous, à moyen terme, long terme, on aimerait être champion suisse. Et ils l'ont fait en 2020, la première fois. Donc, poser des objectifs à court terme qui deviennent qui vont aider aux objectifs à moyen terme, qui finalement réussiront à amener cet objectif à long terme. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une vision d'ensemble, pas se dire seulement ok, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, je vais devenir ça. Il faut regarder déjà assez proche pour finalement, grâce à ces objectifs, regarder à moyen terme, puis finalement pouvoir réussir à obtenir ce que l'on veut à long terme. Une chose pour le monde de l'entreprise. Alors dans le monde de l'entreprise, c'est sûr qu'on a des objectifs à court terme qui est la rentabilité, et puis réussir à voilà, évoluer correctement dans le marché, anticiper les besoins du marché. Et puis à plus long terme, c'est vrai que c'est important d'avoir une stratégie d'entreprise, une vision, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut, où on veut amener l'entreprise dans les prochaines années, que ce soit sur son développement économique régional. Mais après, on doit être à l'écoute. C'est clair qu'on est dans un monde qui est fluctuant. Il y a des décisions qui peuvent être prises et on doit ajuster et rester agile. Je pense que l'agilité est quelque chose d'extrêmement important, et je pense même en tant que sportif également. Il y a des moments où on doit aussi ajuster ses objectifs en fonction ou du marché ou de son état physique. Donc ça, c'est quelque chose je pense, d'extrêmement important pour l'entreprise. Après, je dirais que c'est de nouveau de bien communiquer où on veut aller, et puis de peut-être avoir, oui, des objectifs ambitieux, mais qui restent raisonnables. Parce qu'après, on sait que des croissances trop fortes pour une entreprise peuvent également amener d'autres difficultés. Donc, c'est de aussi voir un développement, mais tout en étant raisonnable. Esprit de compétition, en sport, c'est assez simple. Il faut être meilleur que l'autre, il faut le battre, il faut être devant, il faut être comme ça. Dans le monde de l'entreprise, on parle aussi d'un marché concurrentiel, des choses comme ça. Est-ce que
les concurrents, il faut se démarquer, il faut être meilleur, il faut les écraser, il faut faire quoi? Moi, j'aime bien la notion de fighting spirit. C'est-à-dire que, voilà, quoi, faut se battre, faut y aller, faut aller à la guerre, quoi. Je pense que le but n'est pas... enfin, nous, on n'est pas dans une notion, comme c'est pas ma philosophie, d'écraser l'autre. Par contre, quand je perds un mandat ou quand je perds un projet, en général, ça génère effectivement chez moi cette envie d'aller en chercher soit un plus gros, soit plus de projets. Tout le monde n'a pas ce profil-là, mais dans l'entreprise, il y en a qui ont aussi ce profil-là. Et moi, ce fighting spirit me convient bien. C'est un peu quand j'ai un genou à terre que je suis le meilleur. Et j'aime ça, j'aime cette situation-là. Je trouve que ça permet, ça déclenche effectivement une envie et qui fait que ça enlève cette linéarité du quotidien. Et ça oblige à sortir de sa zone de confort et y aller et pas lâcher et continuer. Puis après, on n'y arrive pas. Puis si on y arrive, tant mieux. Mais ce côté fighting spirit, moi je trouve, il est assez important, en tout cas sur une petite entreprise comme la nôtre, sur une petite PME. Il faut avoir cette envie-là. Donc le but n'est pas de détruire l'autre. Enfin, moi j'ai fait un tout petit peu de boxe il y a quelques années. Je veux dire, il n'y a pas un adversaire avec qui on ne s'est pas serré dans les bras après. Alors qu'on s'en était mis plein la face pendant 5 fois 3 minutes. Le respect, il peut être là, mais ça n'empêche que non, on a envie de gagner, et puis on a envie d'y aller, et puis de gagner. Ouais. Yvan, oui. Je voulais rebondir sur ce que dit Thierry. Alors moi, j'ai jamais fait de boxe. J'ai fait un tout petit peu de full contact à l'époque. Je me suis fait péter 3 fois le nez. J'ai arrêté. Voilà, c'est pas mon truc. Mais pour revenir sur ce fighting spirit, je rajouterais peut-être un truc, mais ça peut dépendre du positionnement de l'entreprise. Je pense que chez Grant Alexander, Futura 21, on a cette dimension de... À l'époque, on appelait ça l'USP, le Unique Selling Price, Unique Selling Proposal. Maintenant, on parle de proposition de valeur. J'invente pas le mot, hein, il existe. Hein. Mais nous, on le met en pratique. Alors, je ne vends pas les services de la boîte. C'était pas prévu de parler ça. Non, mais on y croit vraiment. Romain et moi, on se gargarise avec ça toute la journée. Et toute l'équipe joue très, très bien avec cette dimension-là. La proposition de valeur, c'est nos concurrents, les gens dans la salle, ils les connaissent. Je ne vais pas les citer. Okay, il n'y a pas besoin de parler de ça. Mais on sait ce qu'ils font. Les produits standards ont fait la même chose. On n'est pas nécessairement mieux en termes de skills que nos concurrents, mais on rajoute des choses par-dessus qui sont essentielles en 2024. Et ce qu'on rajoute le plus, à mon avis, c'est la notion de réseau. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir, en l'occurrence. Hein. C'est la capacité à créer des événements au-delà de ce qu'on nous demande de faire, dans une mesure ORP par exemple, pour mettre des gens ensemble dans une salle, les rassembler, leur permettre de discuter ensemble, collaborer et peut-être même développer des partenariats. On flippe comme c'est pas possible quand on met des gens ensemble et qu'un mois plus tard, ils se rappellent pour monter un truc ensemble. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc cette dimension-là, pour nous, c'est une vraie proposition de valeur. Dans chaque entreprise, il y en a une autre. Mais je crois que c'est le moyen de se différencier ou de faire quelque chose un peu différemment. Et il faut se creuser la tête. Hein. C'est pas simple. Hein. Et puis au-delà des compétences, des qualités, de tout le talent du monde, il y a le travail qui fait la différence. Hein. Je crois qu'il faut quand même juste revenir là-dessus, c'est qu'on peut tous avoir nos talents et nos personnalités, donc et des hard skills et des soft skills, ça reste qu'un moment. Si vous voulez être un tout petit peu au-dessus, faut bosser un peu plus. Et puis ça, il n'y a pas photo. Puis je pense que dans le sport, c'est la même chose. 2 athlètes talentueux, s'ils sont talentueux au même niveau, c'est celui qui aura le plus bossé qui va passer l'épaule. Et puis je pense qu'on est exactement dans ce cas de figure dans l'entrepreneuriat. J'avais encore une série de questions, mais vous êtes un peu bavard. Donc non, mais c'était plus ou moins prévu que les discussions allaient s'enflammer un tout petit peu. On avait quand même prévu de donner un petit peu de temps à l'assistance et au public présent ici pour poser des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous levez la main. Luc, si tu te lèves et que tu parles fort, je pense qu'on entend. Ça va aller, sauf que j'ai plus de voix, mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour tout ça, Luc Béard, passionné de leadership et de sport en même temps, et j'ai toujours essayé d'allier les deux. Et exprès, c'est une question légère pour toi, Yvan, que j'adore. On parle de leadership, d'exemple, de team, etc. Mais lorsque vous sautez avec ton binôme,
vous sautez, vous avez 4, 5, 6 minutes de vol. Hugo, vous ouvrez la voile, vous vous posez, après vous pliez votre voile, vous allez boire un verre. Et puis le caméraman en haut qui descend, qui doit porter ses 20 kilos sur son sac et puis redescendre pendant 6 heures pour que vous Bah, des fois, il n'est pas là le lundi chez nous. Alors, il y en a un dans la salle, c'est Julien qui est debout à la caméra fixe. Voilà. Qui était un des caméramans du documentaire. Et Julien, c'est quelqu'un qui travaille avec des émissions de la RTS. Il travaille notamment avec Passe-moi les jumelles. Vous devez connaître l'émission. Quand il y en a un qui est pendu à un fil pour filmer 2 alpinistes dans des circonstances particulières, c'est à lui qu'ils font appel, parce que c'est un alpiniste, c'est un grimpeur de haut niveau. Alors, Julien fait partie de ces gens-là qui nous ont accompagnés dans les fichiers Muret. À un moment donné, dans le documentaire, on nous voit grimper dans une cascade de glace. Ça a duré peut-être 1 heure ou 2. On n'était pas encordés, c'était compliqué. On avait un piolet chacun, on était sous-équipés. Nous, quand on est arrivé en haut avec Nico, on était heureux de sauter, mais je ne plaisante pas. Pour rien au monde, on serait redescendu par le même coin. Julien, il est redescendu avec son matériel. Il avait 10 kilos sur le dos. D'ailleurs, il était malade quand il est arrivé en bas. Alors oui, un grand bravo pour ces gens-là. Parce qu'en fait, on l'oublie derrière le documentaire. Et puis voilà, donc on peut applaudir Julien. Vous avez une autre question ici, ouais, voilà. Oui, bonsoir, merci de cette présentation. J'avais juste un thème que vous n'avez peut-être pas forcément abordé. Quel parallèle vous faites entre le monde du sport et de l'entreprise en termes de reconnaissance? Parce qu'en fait, lorsqu'on a des bons résultats, on a une reconnaissance. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Dans l'entreprise, on s'aperçoit aussi qu'au-delà de l'ego, il y a quelquefois une recherche de mise en avant pour progresser dans sa carrière. Et quels sont les parallèles et quel apprentissage on peut avoir entre les deux mondes? Alors, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il y a un système, nous on est en train d'y réfléchir au sein de notre entreprise pour comment motiver les gens puis les faire participer. Et on a décidé de mettre en place des bonus par chantier, justement pour aussi motiver les leaders, les chefs de chantier avec leurs équipes à performer. Et ça, c'est quelque chose on va mettre en place début de l'année prochaine, justement un peu dans cette optique de performance, mais en ayant la transparence sur les chiffres. Ce sera communiqué, les règles seront claires. Et on pense que là, c'est une bonne option justement pour que les collaborateurs s'investissent et puis veulent, au final, que leur chantier il sorte le mieux possible. Ensuite, c'est clair que la reconnaissance au niveau public et puis de mettre en avant ce qui a été fait d'exceptionnel ou tout simplement avec une excellente qualité, c'est quelque chose également d'important qu'on fait régulièrement, que ce soit au sein de l'entreprise ou sur les réseaux. Et ça, je pense que ça permet de bien aider les collaborateurs. Puis le dernier point, c'est tout ce qui est promotion au niveau individuel, donner la chance à des jeunes talents d'évoluer, même dans des petites structures, de montrer qu'il y a des possibilités de se former, des possibilités de se dépasser. Même dans des structures à 60 personnes, on peut faire ça. Si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on passe à une autre question. Alors, moi, c'est une excellente question. Hein. C'est vrai que la reconnaissance au hockey, on l'a de plusieurs manières. Hein. C'est vrai que quand marquer un goal, quand on entend toutes ces personnes crier son nom à la fin du match, se faire encenser dans les journaux et tout. Mais maintenant, ça fait 2 ans que je suis conseiller RH à l'hôpital du CHUV, donc institution étatique. Et je suis RH de terrain, donc c'est vrai que je rencontre beaucoup les gens quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose. Et là, on a un vrai problème, par exemple, parce que c'est vrai que l'État, finalement, c'est le directeur du CHUV, finalement, c'est pas son argent à lui, pas comme dans le privé où si les chiffres ne tournent pas, ce sera, je pense, vous de la responsable, tandis qu'au CHUV, c'est l'argent finalement à personne, à l'État, mais pas à une personne. Et finalement, on se rend compte que les gens, ce qu'ils recherchent, puis ce qui manque au CHUV, en tout cas, quand je rencontre les gens, parce que ça va pas, ils sont démotivés, et pourquoi, quand on fait les entretiens de départ, pourquoi vous voulez partir, finalement, il aimait bien son travail, mais c'est toujours la même chose qui revient. C'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, on leur dit pas merci, et parce que c'est vrai que les gens finalement, puis même aussi au hockey, des fois on a quand même besoin d'une tape dans le dos de l'entraîneur.
Ça, c'est important, hein. Même si on sait, on a fini le match, on a marqué 2 goals, on a marqué 3 goals. Mais au bout d'un moment, quand l'entraîneur est de temps en temps, bien joué Mitch, tu fais du bon boulot, je pense que ça, c'est quelque chose dont l'être humain il a besoin, hein, c'est vrai. Alors un peu moins dans le hockey, parce qu'on sait que quand on a bien fait, on le sait, on nous le fait sentir. Tandis que typiquement au CHUV, les gens ils sont en recherche de reconnaissance, et même au niveau de la hiérarchie, non plus n'ont pas de reconnaissance par le supérieur, par le N+1, par le N+2. Donc là, on a un vrai problème où on ne peut pas dire on va travailler sous forme de promotion, parce que ce n'est pas dans les directives de l'État. On ne peut pas travailler sur de la formation. C'est un côté vraiment challenging, et c'est vrai que ce côté de reconnaissance est vraiment très, très recherché, en tout cas chez les collaborateurs. Je compléterai juste, ça glisse un peu, mais c'est cette notion de reconnaissance pour les collaborateurs. On a fait il y a quelques semaines un samedi porte ouverte, donc 10h, 16h. On a eu 600 visiteurs à la télé. En fait, je pensais que c'était un outil de promotion, moi, auprès des téléspectateurs. Et en fait, non, ça a été un outil de reconnaissance des collaborateurs. Parce que tout d'un coup, ils ont vu les gens qui sont de l'autre côté du téléviseur. Alors ceux qui font de l'antenne, ils ont l'habitude, mais tous les autres, quand ils ont expliqué comment ils fabriquent l'émission, ce qu'ils font de leur journée, comment on installe la lumière, comment on pilote la régie, ça a été en fait une énorme reconnaissance pour eux que les téléspectateurs viennent leur dire wow, on ne pensait pas qu'il y avait tout ça derrière. Et en fait, cet outil que j'imaginais moi comme un outil de promotion à la base a été en fait un formidable outil de reconnaissance pour les collaborateurs. Donc chaque année, portes ouvertes à la télé. Du coup, on va peut-être faire chaque année. Et chez Godard, on va aussi faire des portes ouvertes. On a fait. Voilà. L'été passé, on a organisé les portes ouvertes. Ils étaient très contents. Ça a aussi bien fonctionné. Au CHUV, non. Mieux pas. Les portes sont ouvertes, tu peux y aller. Ah ouais. Tant qu'elles ne se referment pas derrière, ça va, quoi. Autre question? Oui. Quel serait les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut créer ou qui est en train de créer son entreprise pour le motiver? On a 2 heures. S'inscrire sur JobUp et chercher un emploi. Non, je crois qu'il faut... voilà, je m'autorise à répondre volontiers. On fait le tour de table. Je pense que là-dessus, on a chacun son avis, parce que je pense que c'est intimement lié à la personnalité et à ce qu'on est prêt à faire. Je pense qu'il faut... Ça va être un peu bateau, hein, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il faut croire en ce qu'on fait. Au-delà de tous les aspects d'analyse de marché, de savoir s'il y aura des clients, ok, ça vous pourrez le lire dans les livres. Je pense qu'il y a un moment, moi j'ai souvent fonctionné comme ça, on fait la liste des plus, on fait la liste des moins quand on fait des choix. Puis au final, c'est ce que vous avez dans le bide, dans le cœur et dans la tête qui fait qu'un matin vous vous levez puis vous dites non, mais en fait je vais le faire. Puis je pense que moi je marche que comme ça. Alors, je trouve que c'est une excellente recommandation. J'ajouterais à ça, en plus de la passion et de l'envie, parce qu'il faut quand même s'investir fortement, c'est d'être bien accompagné, d'être bien entouré, d'en parler avec sa famille, d'en parler avec son entourage, parce que c'est un voyage quand même qui est passionnant, par contre, qui implique beaucoup de choses, d'être accompagné par des mentors, par des gens qui ont déjà monté des entreprises, où on est inspiré par ce qu'ils ont fait. Ça, c'est de grande valeur, trouver le financement et puis d'avoir après ce qu'on a déjà dit, hein, la vision, les objectifs et puis les priorités. Et après, il y a toutes ces organisations comme Jenny Lem et autres qui font un superbe travail pour accompagner les startups. Et je pense que ça vaut vraiment la peine si vous y réfléchissez. Merci Aurore, parce qu'en fait c'est de ça que je voulais parler, donc c'est fait. Non, mais en fait on est dans un environnement ici qui est un incubateur d'accompagnement de start-up. Alors, il y a des start-up qui payent leur loyer, puis il y a celles qui ne payent pas. Celles qui ne payent pas sont vraiment accompagnées, et les VC ne sont pas encore autour. Parfois ils flirtent un petit peu, ça c'est à Stéphane de nous dire.
Pascal, pardon. Et là, je pense qu'en fait, cette notion d'accompagnement, elle est fondamentale parce qu'en fait, on peut aller dans les livres, comme dit Thierry, on peut regarder le petit manuel de l'entrepreneur et puis respecter les lettres A, B, C, D, E, F, G. Au bout d'un moment, avoir des mentors qui vous disent, là, je me suis cassé la figure, là, ça marchera pas, là, si toi, je tenterai le coup. Oui, c'est des recommandations, il faut s'appuyer dessus. Et puis, je rajouterai une dimension, c'est la dimension du temps. Faites pas ça pendant 10 ans, vous allez vous tirer une balle. Il faut se mettre un roadmap. Pendant 1 année, 2 ans, je me mets un calendrier avec des points intermédiaires de check. Au bout de 6 mois, je dois en être là. Au bout d'1 année, je dois en être là. Si je suis très en retard sur mon planning, à un moment donné, il faut savoir renoncer. On revient au point de départ. Merci. Dans le monde du sport, il y a cette culture de savoir dire stop quand on sent que le corps va lâcher ou une petite blessure, on s'arrête, on se repose pour essayer de se remettre, etc., plutôt que d'aggraver la blessure. Comment on fait dans le monde de l'entreprise pour importer ça aussi, d'être capable de trouver le moment où il faut dire stop et dire non, là on va péter, soit individuellement, soit collectivement. Je rebondis sur ce qu'a dit Aurore avant. Je pense que c'est important d'en parler autour de soi. C'est-à-dire que je pense que c'est clé dans ses proches, au-delà de l'entourage professionnel, mais vraiment dans les proches, d'être entouré. Je pense que pour moi, il n'y a rien de mieux en fait que de rentrer après une journée très 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 difficile et puis parler d'autres choses avec ma femme, avec mes 2 enfants, puis en fait faire ce pas de recul en se disant que pour moi tout ça n'est que de la télévision, puis ça va quoi. En fait, si mes 2 garçons de 16 et 18 ans sont des bons gars et puis qu'après 20 ans de mariage j'aime toujours ma femme, en fait ça va. Et je pense qu'il faut arriver à relativiser, et le meilleur moyen de relativiser, c'est quand même ces moments-là, c'est ce petit pas en arrière. Et puis après, je pense qu'on parlait de l'âge, je pense qu'avec l'âge, on apprend à écouter les signaux et les warnings. Et après, chacun son fonctionnement, je pense que c'est très personnel, mais moi, je sens les warnings, quand tout d'un coup je me dis, ok, là, en fait, il faut que je me mette sur off. En fait, c'est important de se mettre sur off. J'ai besoin vraiment d'éteindre, quoi. C'est le droit à la déconnexion. Et puis, ok, pendant 3-4 jours, je suis éteint. Le cerveau, je le reboote. Alors, je le fais pas avec la montagne. Moi, je vais tourner sur circuit. Ça me vide la tête. Je me fais un peu peur, un peu moins qu'eux quand même. Mais et puis, vraiment, je pense à rien d'autre. Et je pense que c'est important, mais je pense que l'entourage, c'est vraiment clé. Parce que si ça bascule plus loin, je pense que le seul moyen d'identifier qu'on est en train de basculer, c'est le regard de l'entourage. La pratique du sport aussi, Aurore, dans ce sens-là, justement, elle permet de relativiser et puis de savoir où est la limite, le point de non-retour. Alors, c'est une bonne alternative quand des fois on est un petit peu dans sa roue, là, comme un hamster à courir. C'est justement de prendre un peu de recul. Et puis, effectivement, via le sport, ça permet quand même de bien gérer la pression pour passablement d'entrepreneurs. Il y a encore une question ici, puis je pense qu'après, gentiment, oui, parce qu'on est attendu pour... Clairement dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Même si on a calculé la vision, etc., qu'on se fait accompagner, etc., il y a ce moment, je pense, quand même, où on dit on le fait ou on ne le fait pas, et qu'est-ce qui peut freiner qu'on ne le fasse pas, en fait. Moi, j'ai l'impression que le risque, mais le risque, il est en fonction du niveau qu'on se met des peurs, en fait. Et ce que toi, tu disais, c'est justement de diminuer les risques. En chimie, par exemple, l'énergie d'activation, c'est de diminuer ça, en fait, pour se dire... moi, je pense que les risques qui sont là, je vais essayer de diminuer. Comme ça, j'aurai moins peur. Est-ce que c'est le parallèle que tu peux faire entre le saut de passer entrepreneur et le saut que tu fais la vraie différence, en fait, c'est que si vous passez pas entrepreneur, c'est pas létal. Voilà. En fait, non, mais elle est vraiment là, en fait, la dimension. Après, c'est vrai que des fois, j'ai
une expérience en tête, c'était la dent d'errance avec Nico, il y a 4 ans en arrière. On monte, c'était ascension difficile, compliquée, cascade de glace avec un piolet chacun, on voyait rien. Je suis arrivé en haut, il me tirait avec la corde. Nico saute dans une espèce de brouillard, on voyait rien. Soi-disant, il y avait un petit trou, alors il a sauté. Et puis, moi, le temps que je mette ma combinaison, j'étais gazé comme un espèce de bonhomme Michelin parce qu'il faut mettre tout le matériel d'alpinisme que vous avez utilisé pendant 2 jours pour grimper dans la combinaison, donc vous ressemblez à rien. Et au moment où je m'apprête à sauter, ça se referme. Et là, c'est un grand vide parce qu'en fait, je me retourne et j'ai pas du tout envie de redescendre par là parce que je sais que ça le fera pas. Je vais glisser, je vais tomber, je vais me faire mal, je rentrerai pas chez moi. Donc, je sais que la seule option, elle est là. Mais en fait, il n'y a pas de visuel. Donc, il y a un petit moment où c'est le off. On a utilisé ce terme ce soir. Hein. Des fois, on ferme le bouton et puis on essaie de penser à autre chose. On ne pense plus à sa famille, on ne pense plus à son métier, on ne pense plus à rien. On est juste un individu paumé au milieu de tout ça en se disant, dans un chien, j'aimerais bien boire un chocolat chaud dans la vallée, quoi. Mais je ne suis pas là. Pour l'instant, je suis là-haut. J'ai été hyper basique. Je pense dans ces moments-là, peut-être que quand on est poussé à l'extrême, que ce soit dans le domaine professionnel, une société qui est à 2 doigts de la faillite, avec des usuriers qui sont juste à côté, j'essaie d'imaginer une situation très compliquée. Hein. Il y a des patrons d'entreprise qui se sont suicidés dans la région romande, hein, notamment dans le domaine de la restauration. On sait tout ça. Donc je pense qu'à un moment donné, on redevient un peu basique, humain. Et moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'était hyper simple. Je me suis dit, bon, mon pote a sauté, j'ai pas entendu taper, c'est que ça passe, quoi. Parce que si ça tape à 80 mètres, on entend un gros tap. Donc je me suis dit, ça passera. Je m'étais toujours juré que je ne sauterais jamais dans un environnement où on voit rien. Je suis parti, ça a duré 4 secondes, c'était les plus longues secondes de ma vie. Puis après, le brouillard s'est dissipé et j'ai vu le truc. Je suis arrivé sur un terrain, il y avait 2 Italiens qui faisaient un café. Je me suis mis à pleurer avec la combinaison sur les chevilles. C'était pathétique. Nicolas, 2 de tension comme d'habitude. Salut, ça s'est bien passé. C'est la grande différence entre Nico et moi. Moi, je suis très expressif, vous avez dû remarquer. Puis Nico, il dit pas grand-chose, il n'en pense pas moins, mais c'est peut-être pour ça qu'on a une forme de combinaison qui fonctionne bien. Voilà. Je compléterais juste que dans l'entrepreneuriat, il y a... Je dis pas que c'est un conseil, vraiment, je modère mes propos, mais d'aller jusqu'au point où, de toute façon, on ne pouvait plus reculer. Puis c'est ce que Yvon vient d'expliquer. En fait, c'est plus compliqué de redescendre que de sauter. Et il y a des moments où, dans l'entrepreneuriat, vous faites ou pas ce choix, hein, d'ailleurs, mais de dire, OK, en fait, je vais y aller. Et puis, je vais y aller parce qu'en fait, j'ai tellement avancé, j'ai tellement grimpé le long de cette montagne qu'en fait, la seule solution qui s'ouvre à moi, c'est de sauter. Et de nouveau, je ne dis pas que c'est un conseil, mais en tout cas, moi, j'ai fonctionné parfois comme ça. Et ça nous oblige à mettre tout ce qu'on a, quoi. Je reviens aux tripes, au cœur et à la tête, quoi. Il y a un moment, ça oblige à mettre tout ce qu'on a. Et donc, je pense qu'il y a un parallèle, effectivement, dont le résultat est quand même moins grave qu'un wingsuit. Aurore, Thierry, Michael, Yvan, merci beaucoup. Merci à vous.